Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Olivier Berzane, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire du 8e arrondissement. Dans l'actualité de votre arrondissement, c'est le marché des États-Unis qui voit tous les jours, enfin chaque jour de marché désormais être envahi par des vendeurs à la sauvette toute la journée. C'est une situation que la police municipale ne parvient pas à gérer. Alors, c'est pas que l'actualité de l'arrondissement, le marché des États-Unis, hein. J'espère qu'on parlera un peu d'autre chose aussi. Mais oui, on a un marché qui s'est installé, il faut le rappeler, en 2016. Donc moi, mon premier regret, c'est que dès son installation en 2016, le nécessaire n'a pas été fait pour empêcher cette installation. Il n'y avait que quelques vendeurs à la sauvette. C'était quand même plus simple d'agir dès le départ. Dès le début du mandat, on est arrivé avec une situation qui avait déjà commencé à dégénérer, avec plusieurs centaines de vendeurs à la sauvette. On a commencé à mettre de la police municipale en présence le matin. Les vendeurs à la sauvette se sont adaptés au fil du temps. Ils ont compris que le matin, jusqu'en fin de matinée, ça n'était pas possible de s'installer, donc ils se sont décalés en milieu de matinée. Ensuite, on a adapté le dispositif avec des actions ponctuelles, conjointes parfois avec la police nationale. Pour autant, dès que la police s'en va, ils se réinstaller. Dans les discussions qu'on a eues entre ville, police nationale, police municipale, il nous a été demandé, notamment par la police nationale, de barriérer l'endroit où il s'installait avant l'endroit où il s'installe aujourd'hui. Ce qu'on a fait, 140 000 euros de dépenses pour barriérer cet endroit. Donc effectivement, à cet emplacement, il ne s'installe plus. On investit énormément de moyens avec les services de la métropole pour le nettoyage, parce que quand le marché s'en va, c'est une déchetterie à ciel ouvert. Et on est dans une situation aujourd'hui, depuis maintenant 3 mois, où on met des forces de police municipale en nombre tous les mardis, tous les jeudis, tous les samedis matins pour garantir le bon déroulement du marché légal. Et il se trouve que du coup, ce marché illégal s'est décalé et s'installe maintenant en fin d'après-midi, carrément sous la halle du marché des États-Unis, en plein milieu de l'endroit où les services de la métropole nettoient ce qui reste du marché normal. Et on est devant une telle proportion de présence de vendeurs qu'aujourd'hui, sans un concours plus important des forces de police nationale, on n'arrivera pas à s'en sortir. Est-ce qu'il n'y a pas assez de policiers municipaux pour gérer la situation? Je vous redis, les policiers municipaux, on mobilise 20 à 25 policiers municipaux déjà, tous les mardis, tous les jeudis, tous les samedis, pour garantir le bon déroulement du marché légal. Ensuite, on arrive devant une telle ampleur qu'on est pour moi sur une question de trouble à l'ordre public qui nécessite un concours et un soutien des forces de police nationale, comme je l'ai dit d'ailleurs la semaine dernière dans la réunion mensuelle que j'ai eue avec les forces de l'ordre. C'est une question de compétence pour la police municipale? Vous n'avez pas la possibilité de verbaliser les vendeurs à la sauvette? On le fait, puisqu'on a mis en place au début de ce mandat, avec le procureur de la République, le prédécesseur du procureur actuel, M. Jacquet, le rappel aux obligations légales et citoyennes, qui permet de convoquer dans les 15 jours qui suivent l'infraction la personne en maison de justice et du droit. Plus de 80 personnes, 80 vendeurs de ce marché, sont passés en maison de justice et du droit, verbalisés par la police municipale. Donc la police municipale le fait, mais seule, elle ne peut pas tout. En l'occurrence, quand on est face à des reventes de médicaments, de produits alimentaires sortis de la chaîne du froid, de choses dont on ne sait d'où elles viennent exactement, on a besoin, et face au nombre de personnes qui sont présentes, j'y étais encore hier soir sur ce marché, on a besoin d'actions conjointes, renforcées, police nationale, police municipale. Vous l'avez dit, c'est évidemment pas la seule actualité du quartier, c'est le 8e arrondissement dans une période de pleins travaux, notamment sur l'îlot Kennedy, qui sera un des grands projets menés par la municipalité, où va émerger notamment une nouvelle piscine, mais on ne la verra pas avant les prochaines élections. Le 8e arrondissement, sur ce mandat, c'est plus de 150 millions d'euros d'investissement, essentiellement sur les quartiers populaires du 8e. Contrairement à ce qui se dit, très peu sur le quartier de Montplaisir, hormis un peu plus d'1 million d'euros sur le réaménagement de l'avenue des Frères Lumière, tout le reste sur les quartiers populaires, dont l'îlot Kennedy dont vous parlez. On est en cours de construction aujourd'hui du groupe scolaire, livraison à la rentrée septembre 2025. Pour le moment, les choses sont dans le calendrier. À suivre les ateliers de la danse et le complexe sportif avec la première piscine construite à Lyon depuis plus de 50 ans, il faut le rappeler quand même, pour plutôt fin 2026. Et vous n'avez pas réussi à tenir l'échéance des élections municipales? C'est pas un regret? Sur un tel chantier d'une telle ampleur lancé en début de mandat, se dire que l'intégralité du chantier est livrée en l'espace de 6 ans, en partant de rien, c'est quand même un sacré boulot qui aura été fait. Vous lancez aussi la suite de la rénovation de Mermoz. Qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui va être présenté comme projet? Mermoz, aujourd'hui, un grand nombre de bâtiments ont été détruits. On est toujours dans des phases de relogement des habitants d'un certain nombre d'autres bâtiments. On va, dans les jours qui viennent, dévoiler la future école Pasteur, qui va être reconstruite également, et le nouveau pôle sportif et culturel, qui abritera la MJC et l'ANEC Mermoz, et qui sera un bâtiment assez emblématique de cette entrée de ville qu'est Mermoz. Et puis on attaque là, dès maintenant, dès le mois de septembre, la rentrée, le début des aménagements des espaces urbains, donc des voiries, du Melnarvik, de l'ensemble des espaces qui vont contribuer à faire de ce quartier un quartier agréable à vivre. D'ici la fin du mandat, ce sont seulement les espaces urbains qui seront terminés. D'ici la fin du mandat, alors les espaces urbains ne seront pas tous terminés, parce que comme il y a des constructions d'immeubles, forcément, on évite de faire l'espace urbain au pied de l'immeuble qu'on va construire, mais une bonne partie des espaces urbains seront bien avancés en tous les cas. Et puis, on vise en gros, les chantiers seront en cours, en 2025, l'école, le pôle sportif seront en construction pour une livraison plutôt en 2027. Ce que vous allez réussir à terminer, c'est toutes les voies lyonnaises qui passent par votre arrondissement. Il y en a 4, la 2, la 7, la 8, la 12. Et vous avez réglé les problèmes de desserte, notamment l'accès à l'hôpital Édouard Herriot, même si c'était plutôt du côté du 3e arrondissement. Alors du coup, oui, la 12 est plutôt du côté du 3e arrondissement, mais on a participé à l'ensemble des réunions concernant cette voie lyonnaise, puisqu'elle va être très utilisée par les habitants du 8e. Il y a eu de longues discussions entre les services de la métropole, Fabien Bagnon, et l'hôpital Édouard Herriot. Je crois qu'aujourd'hui, les choses sont calées pour que la VL12 puisse se construire dans de bonnes conditions. Donc c'était vraiment la priorité du mandat, c'était de finir ces voies lyonnaises. Ça fait partie, ça c'est un objectif de la métropole, mais que l'on partage au niveau de la ville. Et c'est vrai qu'arriver avec aujourd'hui 4 voies cyclables qui vont traverser le 8e arrondissement et nous relier aux différentes villes en amont et au centre-ville, pour nous c'est quand même un beau travail. Vous expérimentez aussi sur le 8e arrondissement une sécurité sociale alimentaire. Pour l'instant, c'est une quarantaine de citoyens qui sont concernés. L'idée, comment ça va marcher, c'est que chacun contribue, c'est un système qui doit s'autofinancer pour, en échange d'une contribution, obtenir des bons d'achat. La question de la précarité alimentaire, elle est essentielle dans cet arrondissement. On a des vraies zones de difficulté, de précarité, et dont l'alimentation est un sujet réel. On a aujourd'hui déjà une maison engagée et solidaire de l'alimentation à Paul-Santy, et on a inauguré il y a peu de temps la Récupéria, qui est un autre restaurant solidaire dans le quartier États-Unis. La sécurité sociale alimentaire, qu'on appelle la caisse de l'alimentation pour le moment, c'est une logique qui doit permettre de voir en quoi on peut donner aujourd'hui à tout un chacun la capacité de se nourrir avec des produits de qualité chaque mois. Donc un groupe d'habitants a été constitué, une espèce de conseil citoyen d'habitants qui définit les règles de fonctionnement de cette sécurité sociale alimentaire, qui va commencer à être mise en œuvre au profit de ce groupe d'habitants cet été et à la rentrée de septembre pour un premier groupe de 150 habitants qui seront bénéficiaires de cette caisse de l'alimentation. Un mot pour finir sur la campagne des européennes. Vous êtes engagé dans celle des écologistes. Il n'y a pas d'énormes regrets aujourd'hui quand vous voyez les sondages d'avoir refusé toutes les propositions d'alliance qui vous ont été faites à gauche? Alors, on est sur une élection proportionnelle à un tour. C'est quand même utile que chacun puisse défendre son programme, ses idées, sa vision de l'Europe, même si par ailleurs, et on le montre à la ville, à la métropole, à l'Assemblée, on est capable de s'entendre sur un grand nombre de sujets. L'élection européenne est une élection particulière. Moi, je suis effectivement très engagé dans cette élection. Je porte la candidature de Marie Toussaint. Je suis tous les matins devant les écoles, les week-ends sur les marchés. J'y serai encore cet après-midi aussi, à mon plaisir, en l'occurrence. On était hier soir sur une réunion publique sur les perfluorés, les fameux PFAS, dans le quartier des États-Unis, avec un député européen et 2 vice-présidents de la métropole, et Marie-Charlotte Garin, à distance, pour expliquer l'ampleur de ce polluant dessus, et du coup, nos propositions en tant qu'écologistes sur ce sujet. Donc c'est bien qu'on puisse se faire entendre, et j'ai quand même confiance. Si on additionnait les scores des différentes listes de gauche qui sont alliées au sein notamment à la métropole ou à la ville, vous seriez peut-être en situation de faire le match avec l'extrême droite. Aujourd'hui, vous en êtes très très loin, et pour ce qui est des écologistes, vous luttez avec la barre des 5%. Alors, moi je vais attendre le résultat du 9 au soir pour savoir ce que sera la réalité des scores. A priori, vous ne lutterez pas avec Bardella pour la première place. Effectivement, ça, mais je crois qu'il n'y a pas grand monde, y compris le gouvernement, ne lutte pas avec Bardella pour la première place, ce qui pose un problème sur le fait que Bardella ait pris une telle ampleur.
ce qui est positif, c'est que oui, si au Parlement européen, on est capable d'additionner des scores pour porter des projets communs, parce qu'on saura discuter les uns avec les autres, pour porter des projets communs à gauche et faire progresser la transition écologique, le volet social de l'Europe, eh ben, on aura gagné. Et unis, vous auriez peut-être pu vous faire plus entendre dans la campagne. Plus s'entendre, on défend notre programme et nos positions. Chacun le fait avec son parti et ses militants, même si j'en vois pas toujours un grand nombre sur le terrain. Mais en tous les cas, on est au devant des habitants. Et moi, dans le 8e, j'ai plutôt un bon accueil, en tous les cas, sur les tractages que je fais. Olivier Berzane, je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.